Poutine est furieux après l'avertissement du président Trump, délivré seulement 2 jours après son investiture. Trump a clairement indiqué que la Russie, en tant qu'agresseur, nuit à sa propre économie et à ses citoyens. Si Poutine veut sauver la face, il doit négocier, sinon la pression des États-Unis et du monde entier s'intensifiera. Trump cible l'allié clé de la Russie, la Chine, en exerçant une pression sur le président Xi Jinping pour mettre fin à la guerre rapidement. Ajoutant à la frustration de Poutine, Trump a répondu à la demande de Poutine pour la reddition inconditionnelle de l'Ukraine avec un message simple. Si les négociations n'ont pas lieu, la Russie n'aura pas les ressources pour continuer la guerre. Trump a également précisé que les États-Unis n'abandonnent pas l'Ukraine. Malgré la suspension de toute aide étrangère pendant 90 jours, une exception a été faite pour le soutien militaire à l'Ukraine, garantissant une assistance continue en armes et munitions pour contrer l'armée russe. Le message de Trump à Poutine, partagé sur Truth Social, était direct. Je ne cherche pas à nuire à la Russie. J'ai une bonne relation avec le président Poutine et je respecte le peuple russe. Cependant, l'économie défaillante de la Russie m'oblige à agir. Concluez un accord maintenant où j'imposerai des taxes, des tarifs et des sanctions sévères sur les exportations russes vers les États-Unis et ses alliés. Cette guerre aurait pu être évitée sous ma présidence et nous devons y mettre fin maintenant, de la manière facile ou difficile. Il est temps de conclure un accord pour sauver des vies. Poutine a longtemps présenté la Seconde Guerre mondiale comme une victoire russe, oubliant commodément que l'Union soviétique s'était initialement alliée à Hitler pour diviser l'Europe de l'Est. De même, Poutine justifie son invasion de l'Ukraine en prétendant dénazifier le pays, malgré le fait que le président ukrainien Zelensky est juif. Cela montre que Poutine ignore les faits au profit de la reconstruction de son empire soviétique. Cependant, l'économie de la Russie est en difficulté, avec la banque centrale augmentant les taux d'intérêt à 23% pour lutter contre l'inflation, paralysant l'activité économique. La seule chose qui maintient l'économie à flot est la dépense militaire, mais cela n'est pas durable. Les pertes russes en Ukraine approchent d'1 million, toutes dues à la guerre de Poutine. Trump comprend que la Russie ne peut pas continuer ainsi jusqu'en 2025 et il exerce une pression pour forcer la Russie à négocier ou à faire face à des sanctions accrues. En réponse au tweet de Trump exhortant Poutine à mettre fin au conflit, les chaînes Telegram russes ont explosé de colère. Elles ont été prises au dépourvu par la position ferme de Trump, surtout après qu'il ait précédemment exprimé son ouverture à rencontrer Poutine. L'administration Trump a agi rapidement et de manière décisive, surprenant le Kremlin. Le message est clair, l'Ukraine est prête à négocier, mais la Russie ne l'est pas. Dans une récente interview, Trump a été interrogé sur ses discussions avec Poutine et la fin de la guerre en Ukraine. Il a exprimé sa confiance qu'il pourrait parler à Poutine bientôt, notant que la plupart s'attendaient à ce que la guerre se termine rapidement, mais elle s'est prolongée pendant 3 ans. Trump a souligné que Poutine, face à de lourdes pertes et une économie en difficulté, devrait mettre fin à la guerre, sinon la Russie serait en grande difficulté. Trump a également révélé que Zelensky veut négocier un accord, mais il n'est pas certain que Poutine soit prêt. Il croit que Poutine nuit à la Russie en ne négociant pas, surtout compte tenu des difficultés économiques de la Russie et de la forte inflation. Trump a réfléchi à son utilisation réussie des tarifs, comme ceux sur l'Iran, pour affaiblir les adversaires et a suggéré que les tarifs sont plus efficaces que les sanctions. Lorsqu'on lui a demandé s'il imposerait des sanctions supplémentaires, Trump a laissé entendre que c'était probable. Il a réaffirmé sa conviction que la guerre n'aurait jamais dû commencer, affirmant qu'elle n'aurait pas eu lieu s'il avait été président et que l'élection avait été truquée, empêchant sa réélection. Les sanctions seules ne suffisent pas, leur application est essentielle. En 2022, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre la Russie, mais le manque d'application a permis à la Russie d'acquérir des produits américains par le biais de pays tiers comme la Chine et l'Inde. Ces produits ont été réutilisés pour des armes, sapant les sanctions. Lorsque l'administration Biden a commencé à appliquer ces mesures vers la fin de leur mandat, une véritable pression a été exercée sur l'économie et les efforts de guerre de la Russie. Trump reconnaît que les sanctions doivent cibler non seulement la Russie, mais aussi les pays aidant la Russie à les contourner. Il souligne la nécessité de faire pression sur la Chine pour s'assurer que la Russie ressente la pression à la fois de l'Ouest et de ses alliés. Trump a partagé qu'il a exhorté le président Xi à aider à résoudre le conflit, citant le pouvoir de la Chine dans la situation. À la fin du mandat de Biden, une pression a été exercée sur les pays contournant les sanctions, comme avec le pétrole russe.
Les pays ont exploité des failles, comme vendre du pétrole en dessous du plafond de prix et ajouter des frais de transport, mais les États-Unis ont répondu en ciblant ceux qui facilitaient l'évasion. L'administration Biden a sanctionné les pétroliers russes qui transféraient du pétrole dans les eaux internationales, refusant l'accès aux ports à des pays comme l'Inde et la Chine pour éviter de perdre l'accès au dollar américain. Dans un récent podcast avec Chuck Farr, la discussion s'est centrée sur les pétroliers de la flotte fantôme russe, utilisés pour contourner les sanctions internationales. Ces pétroliers, généralement âgés d'environ 20 ans, sont souvent de grands transporteurs de brut ou des navires Panamax, des navires pouvant traverser le canal de Panama. Les navires sont fréquemment réenregistrés sous des pavillons de nations avec des réglementations moins strictes, comme les îles Cook, considérées comme moins réputées par rapport à des pays maritimes traditionnels comme le Panama ou le Liberia. Ces pétroliers ont souvent des histoires douteuses, certains, comme l'Eagle S, ayant changé de propriétaire plusieurs fois et manquant de couverture d'assurance adéquate. Le manque d'assurance est une préoccupation majeure car il laisse ces navires vulnérables à des accidents pouvant entraîner des dommages écologiques catastrophiques. Farr prédit qu'un tel accident est inévitable avec des conséquences graves attendues en 2025. Récemment, il y a eu des incidents dans la mer Noire où des transporteurs de brut russes se sont brisés, déversant du pétrole dans la mer d'Azov et la mer Noire. Ces navires sont généralement mal entretenus, augmentant encore le risque d'accident. Les opérations de ces pétroliers fantômes impliquent des schémas complexes pour éviter la détection et les sanctions. Par exemple, le pétrole russe peut être acheté par une entreprise, transféré à un pétrolier appartenant à une autre société, puis déchargé sur un autre navire dans les eaux internationales. Ce commerce obscur a souvent lieu dans les eaux contrôlées par l'OTAN, comme la Méditerranée orientale, en particulier près de la Grèce, où le pétrole est transféré à d'autres navires et finalement transporté vers des marchés en Inde et en Chine. Ce système de transactions douteuses permet à la Russie de contourner les sanctions et les États-Unis ont récemment sanctionné 200 de ces pétroliers de la flotte fantôme dans un effort pour réprimer cette pratique. La catastrophe écologique de la flotte fantôme de la Russie est imminente. Ces navires contournent les points de transfert de pétrole et se rencontrent en Méditerranée où ils transfèrent du pétrole via des tuyaux entre les navires, ce qui est à la fois dangereux et illégal. Mais c'est rentable et la machine de guerre de Poutine dépend du pétrole. Si nous coupons le commerce pétrolier de la Russie, nous pourrions ralentir la guerre en Ukraine, une guerre que l'Ukraine n'a pas commencée mais qu'elle combat depuis 12 ans. Malgré les difficultés, l'Ukraine contrôle environ 80% de son territoire et en 2024, lorsqu'elle a perdu des terres, c'était à peu près la taille du comté de Los Angeles. La campagne militaire de Poutine échoue, la Russie ayant perdu près de 800 000 soldats en un peu plus de 2 ans, le double du nombre que les États-Unis ont perdu en 4 ans de la Seconde Guerre mondiale. Malgré ces lourdes pertes, la Russie n'a pas réussi à capturer Kiev et est peu probable d'atteindre le fleuve Dnipro. La situation est sombre pour Poutine. Le sénateur Marco Rubio a récemment déclaré que la Russie ne conquérera pas l'Ukraine, bien qu'il semble peu probable que l'Ukraine puisse repousser les forces russes du territoire qu'elle contrôle. Cependant, les Russes subissent de lourdes pertes à chaque attaque, perdant entre 35% et 85% de leurs forces. Un exemple notable a été l'assaut désastreux à Vuhledar, où un bataillon russe de 900 hommes avec des chars et des véhicules blindés a été anéanti en seulement 21 minutes. Ces pertes catastrophiques affaiblissent l'armée russe, qui dépend de plus en plus de renforts non formés. Beaucoup de ces soldats sont rassemblés sur des chantiers de construction à Moscou et envoyés en Ukraine, où ils meurent en quelques semaines. L'Ukraine a besoin de plus de soutien, ressources, financement et main-d'œuvre, mais l'armée russe se vide rapidement et aucune unité russe en Ukraine n'est à pleine puissance. Le moral russe s'effondre, comme en témoignent des images et des rapports choquants. Par exemple, le meilleur char de la Russie, le T-90, a été conduit dans un fossé par son équipage, qui a ensuite quitté le véhicule, laissant les trappes ouvertes pour s'assurer qu'il ne pourrait pas être récupéré. Les Ukrainiens l'ont rapidement détruit avec des drones. Les soldats russes abandonnent leur véhicule à un rythme alarmant. Environ 38% de leurs chars, camions et APC sont laissés sur le champ de bataille, souvent avec les portes ouvertes, les radios allumées et sans tentative de les récupérer.
Un exemple significatif des problèmes de morale russe a été lors de la traversée du fleuve Dnipro, où les troupes russes ont refusé d'obéir aux ordres de faire une traversée suicidaire, reconnaissant le danger de traverser sans ligne d'approvisionnement ou munitions adéquates. C'était un signe clair de mutinerie. Cette rupture du moral est liée à la structure militaire russe qui a été minée par la corruption pendant des décennies. Contrairement aux forces de l'OTAN, où l'initiative et l'adaptabilité sont essentielles, les soldats russes sont traités comme des pions, sans marge de manœuvre pour la prise de décision individuelle. Les soldats de l'OTAN sont informés de l'intention du commandant et sont censés improviser et s'adapter. En revanche, les soldats russes suivent simplement les ordres sans aucune flexibilité ou compréhension de la mission globale. L'armée russe est dirigée par des responsables corrompus, pas par des généraux compétents. Ils sont plus préoccupés par le profit du système que par la garantie de forces bien formées et bien équipées. Ce manque de leadership compétent est l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie échoue en Ukraine. Le général Ben Hodges a soulevé un point intéressant sur l'évolution de l'armée ukrainienne. Bien que de nombreux généraux ukrainiens aient été formés dans le système soviétique, leur stratégie aujourd'hui diffère considérablement. Il y a quelques années, lors d'un exercice appelé Opération Unifiée, le Canada a aidé à désoviétiser l'armée ukrainienne en introduisant le concept de délégation de l'autorité tactique. Ce changement a permis aux commandants sur le terrain de prendre des décisions rapidement sans attendre les ordres d'en haut, un changement clé par rapport à l'approche de microgestion soviétique. Cette approche s'est avérée réussie, comme en témoigne l'exemple d'un commandant de véhicule de combat Bradley ukrainien qui a détruit 6 chars russes, malgré le fait que le véhicule n'était pas conçu pour ce type d'engagement. Cette flexibilité et cette autonomie tactique sont la raison pour laquelle certains officiers plus âgés, formés à l'époque soviétique, sont laissés pour compte. Malgré l'absence de supériorité aérienne, qui est cruciale pour l'armée américaine, les forces armées ukrainiennes surpassent ce que l'armée américaine ferait dans des conditions similaires. L'Ukraine dispose de ressources limitées, mais ses soldats continuent d'obtenir des résultats impressionnants. Ils sont constamment sous la menace de frappes aériennes, tandis que la Russie peine à assurer la supériorité aérienne, malgré ses prétentions à avoir la deuxième armée la plus puissante du monde. Cette disparité est l'une des raisons pour lesquelles la Russie a été contrariée lorsque l'Ukraine a reçu des missiles ATACMS et Storm Shadow. Récemment, l'Ukraine a lancé l'une de ses plus grandes attaques à l'intérieur de la Russie, utilisant des ATACMS. Pourtant, la réponse de la Russie a été minimale malgré leurs menaces nucléaires constantes. Il y a 2 ans, j'ai dessiné une caricature politique montrant Poutine pointant un pistolet sur sa propre tête, étiqueté « menace nucléaire ». L'idée était que peut-il faire réalistiquement? Si la Russie utilise des armes nucléaires sur le champ de bataille, elle ne cible pas des sites militaires stratégiques comme ceux des États-Unis, mais des villes comme Kiev, ce qui tuerait des millions de personnes. Même si Poutine cible Kiev, il est toujours confronté non seulement aux forces nucléaires américaines, mais aussi aux capacités nucléaires britanniques et françaises, ce qui signifie que toute attaque sur Kiev déclencherait un compte à rebours pour que la France réponde en 6 minutes. Cela souligne l'importance de la guerre de l'information où la perception l'emporte souvent sur la réalité. Le sabre Ratling de la Russie avec des missiles comme le Sarmat est une tentative de montrer sa force. Cependant, les tests ont été moins qu'impressionnants. Sur 5 lancements, 3 ont échoué, 1 a même explosé dans le tube de lancement. Le missile Sarmat n'était pas un changeur de jeu. Le missile Kinzhal de Poutine, présenté comme une arme hypersonique, est moins avancé qu'annoncé. C'est essentiellement un missile aérobalisé lancé depuis un MiG-31 et bien qu'il puisse atteindre Mach 6 ou 7, ce n'est pas la vitesse hypersonique qu'il a revendiquée et sa maniabilité est limitée en raison des forces G extrêmes. Le Kinzhal est également vulnérable à l'interception par des systèmes comme le Patriot, prouvant que la puissance militaire de la Russie n'est pas aussi redoutable qu'elle le projette.